Quel message voulez-vous transmettre à travers votre intervention sur cette conférence? La civilisation ne peut être, comment dirais-je, localisée. On cherche une sorte de complémentarité des civilisations. De n'importe quel pays, de n'importe quelle société, de n'importe quel siècle. Et la participation des Chinois dans la civilisation humaine, la participation des Libanais dans la civilisation mondiale humaine. Et c'est la même chose pour les Européens. Donc on a une seule civilisation, c'est la civilisation humaine. Vous savez que la civilisation, c'est comme une torche. Le plus fort qui porte la torche. Mais la torche continue avec les gens braves, les gens qui sont respectables. Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans Rencontre. La conférence sur le dialogue des civilisations asiatiques est l'occasion de nombreux débats intellectuels. Quelle est l'importance du dialogue entre les cultures? Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de rencontrer un professeur libanais pour mieux en discuter. Bonjour Monsieur Darer, bienvenue dans notre émission. Vous êtes venu ici pour participer à la conférence sur le dialogue des civilisations asiatiques. Quelles sont vos réflexions sur cet événement? Au début, on a reçu beaucoup de lettres sur ce sujet, puisque que signifie un dialogue entre les civilisations asiatiques? Pourquoi pas, c'est pas le dialogue entre toutes les civilisations? Mais peut-être la raison, c'est que les civilisations étaient au début de civilisations asiatiques. On a commencé avec la Chine, la plus ancienne, après l'Inde, et en passant par la Mésopotamie, l'Égypte et la civilisation phénicienne. Et si vous connaissez ce que déjà écrit le grand historien anglais Arnold Toynbee, il a décrit 23 civilisations, entre autres la chinoise et la phénicienne. Elle a fait un programme spécial pour la civilisation phénicienne. Pourquoi? Parce que les Phéniciens étaient des hommes, étaient des marchands, et en même temps ils étaient des intellectuels et des bons artisans. Et le commencement de la route de la soie, commencé par la Chine, l'extrême orient, et s'est terminé avec, dans la ville de Tyr. Et la ville de Tyr a connu 9 civilisations successives. Alors, ce dialogue commençait par comment les Phéniciens ont transporté les civilisations asiatiques au monde européen. Au début, il n'y a pas de grandes choses civilisatrices dans le monde européen, avant Jésus-Christ. Alors, les Phéniciens ont bâti la ville de Carthage. Et la Carthage, il y a aussi beaucoup de colonies phéniciennes qui étaient au bord de la Méditerranée, nord et sud. Donc ils ont travaillé beaucoup pour diffuser la civilisation asiatique dans le monde européen. Et après, mais le vrai dialogue s'est commencé avec le centre de le continent asiatique, c'est dans les pays de la Mésopotamie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Irak. Et c'est arrivé à son apogée durant la période abbasside, avec le calife Ma'moun, qui a construit la maison de la sagesse. Et la maison de la sagesse, Bayt al-Hikma en arabe, c'est pour faire le dialogue entre les civilisations. Il a payé pour n'importe qui écrit un livre ou bien traduit un livre de n'importe quelle langue en langue arabe. Et à travers la langue arabe, il y avait la diffusion de la civilisation asiatique dans le monde européen. Donc, selon vous,
l'importance de cette conférence, peut-être d'abord, c'est un rappel de l'histoire. On peut, à travers cela, C'est mieux toujours l'histoire, rappeler. l'histoire Oui. se trouve partout. Et, On a commencé par l'histoire, on a fini par l'histoire. Et quel message voulez-vous transmettre à travers votre intervention sur cette conférence? On a passé par la période de connaître les civilisations asiatiques. Mais après, avec la Renaissance européenne, on parlait de l'eurocentrisme. C'est-à-dire, comme si toutes les civilisations sont devenues européennes. On parle seulement, la modernisation commence par l'Europe, et maintenant on parle de l'eurocentrisme. On a laissé tomber les civilisations anciennes, surtout les civilisations asiatiques comme la civilisation chinoise et la civilisation indienne, et arabe, islamique, persane. On a parlé beaucoup sur la civilisation grecque, c'est-à-dire comme si la civilisation commence avec le monde européen et se termine avec le monde européen. Et c'est pour cela que cette conférence est très importante pour dire non. Il y a des civilisations, il reste beaucoup de civilisations. Le monde, la civilisation ne peut être, comment dirais-je, localisée. La civilisation est toujours internationale, est toujours humaine. Et à mon avis, il ne faut pas parler de la civilisation européenne ou bien la civilisation asiatique, on parle de la civilisation humaine. Et la participation des Chinois dans la civilisation humaine, la participation des Libanais dans la civilisation mondiale humaine. Et c'est la même chose pour les Européens. Donc on a une seule civilisation, c'est la civilisation humaine. C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, commencer par réunir l'ensemble des pays asiatiques pour étendre ensuite, dans le meilleur des cas, pour avoir une conférence sur la civilisation humaine pour favoriser les dialogues. Oui, on ne cherche pas d'avoir de confrontation des civilisations, comme c'est déjà passé avec Huntington, Clash of Civilization. La civilisation, ce n'est pas un homme. Ce ne sont pas des hommes qui se confrontent. La civilisation, c'est quelque chose de très belle, de quelque chose de très humanistique, quelque chose de valeurs, de morale, de quelque chose de bien. On ne cherche pas une confrontation entre l'Est et l'Ouest, ou bien le Nord et le Sud. On cherche une sorte de complémentarité des civilisations, de n'importe quel pays, de n'importe quelle société, de n'importe quel siècle. Mais je pense que le point de vue de Huntington, c'est plutôt que les chocs de civilisation sont inévitables. Donc, vous pensez que ce n'est pas le cas? Vous savez que la civilisation, c'est comme une torche, le plus fort qui porte la torche. Mais la torche continue avec les gens braves, les gens qui sont respectables et qui ont l'honneur de porter la civilisation, de transporter les valeurs d'un pays à l'autre, d'une société à l'autre. Donc, ce n'est pas localisé. On ne peut pas localiser la civilisation dans n'importe quel temps, dans n'importe quel pays. On cherche une sorte de complémentarité. Ce n'est pas de chercher une sorte de querelle, une sorte de confrontation, une sorte de malentendu entre les civilisations. Donc, selon vous, c'est plutôt la volonté des hommes qui détermine comment va s'entendre les civilisations. Dans n'importe quel domaine, par exemple, s'il y a des médicaments qui se trouvent, par exemple, aux États-Unis, et les autres chercheurs continuent les recherches pour développer cette médecine. La civilisation, c'est comme ça. On cherche le bien. On commence par le bien, on finit par le plus bien, ou bien par le meilleur. Et on continue comme ça. Il n'y a pas de confrontation à l'intérieur de n'importe quelle civilisation. En fait,
dans la partie de votre intervention, on parle beaucoup de la revitalisation des anciennes civilisations. Donc, selon vous, quels sont les défis pour la revitalisation des... Mais la civilisation ne se vieillit pas, elle reste toujours jeune, parce qu'il y a toujours une animation de la civilisation. On a beaucoup de l'ancienne civilisation traduit par les mœurs, les traditions, les morales. Mais on perd beaucoup de mœurs aujourd'hui. Depuis longtemps. Depuis longtemps. On donne des leçons sur comment on respecte les gens les plus âgés, comment on respecte les femmes, comment éduquer les enfants, comment on fait les choses belles dans la vie. Ça reste toujours les mêmes choses. Donc la civilisation continue. Il n'y a pas une coupure à l'intérieur des civilisations. Mais pensez-vous que, parce que certains disent que peut-être aujourd'hui le monde change d'une rapidité sans précédente, donc il constitue une sorte de menace pour sauvegarder vraiment la crème dans des anciennes civilisations? C'est un avis politique. C'est un avis politique, c'est discutable. Par exemple, si vous donnez par exemple les États-Unis, c'était le leader, le dirigeant du monde libre. Depuis beaucoup des années, on considère les États-Unis comme le dirigeant du monde libre contre le pays socialiste ou totalitariste dans ce temps-là. Mais aujourd'hui, avec le président Trump, c'est pas la même Amérique. C'est autre chose. On ne cherche pas il y a beaucoup de confrontations à l'intérieur de la direction américaine. On n'a jamais entendu que beaucoup de 50 personnes de la direction américaine démissionnaient. Pourquoi? Donc la civilisation reste toujours plus forte que n'importe quelle personnalité. Et maintenant, on a vécu depuis quelques années une sorte, comment dirais-je, de problématique que signifie la civilisation au temps moderne. Et on a une confrontation entre deux théories. Ou bien on considère la force militaire comme une civilisation, ou bien on considère la force douce, ou bien soft power. Et pour le moment, vous trouvez par exemple, les Américains considèrent les Chinois comme des ennemis. Il y a une confrontation économique contre une confrontation militaire. Et à travers l'histoire, il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. On a vécu beaucoup d'expériences des dirigeants qui considèrent la force militaire c'est la meilleure. On a commencé par exemple par Napoléon, qui a fait des guerres à travers toute l'Europe, mais c'est fini avec la destruction de la France. On a vécu aussi l'expérience de Hitler, après Mussolini, Franco. C'est en Europe. On considère par exemple l'Union soviétique en tant que de Staline. Il a envahi toute la région de l'Europe Est. Et c'est terminé par la dislocation de l'Union soviétique. On a vécu par exemple l'expérience du Japon, qui a envahi une large partie du continent asiatique. Il a envahi la Chine et les autres pays asiatiques, et terminé par la destruction du Japon. Alors, comment on considère la force du point de vue civilisatrice? C'est une destruction du pays. Donc, d'après vous, l'importance du dialogue entre les civilisations, c'est pour insister sur ce que vous avez dit, le soft power. Je crois que l'idée générale de cette conférence, c'est de dire qu'il y a une entité asiatique. Mais cette entité asiatique de la civilisation ne signifie pas une confrontation avec l'entité européenne. Il y a une complémentarité. Mais pour le moment,
C'est déjà passé avec la Chine. Au 19e siècle, la Chine considère que tout le monde s'est organisé au profit des Chinois. C'est-à-dire la Chine était considérée, pour les Chinois, était considérée comme le centre du monde. Et la Chine était envahie par les Européens, par les Japonais. Et en même temps, elle se considère comme c'était le pays de la civilisation, le pays le plus fort, etc. Mais pour le moment, c'est déjà une grande amélioration de l'idée asiatique. Pour le moment, l'idée asiatique, ce n'est pas une idée de force. La Chine est le porte-parole de la confrontation, ou bien, ce n'est pas confrontation du point de vue militaire, mais c'est une concurrence peut-être entre le soft power et le hard power. Et à mon avis, c'est toujours l'économie qui gagne. C'est pas la force militaire. La force militaire, c'est un objet de destruction. On se rappelle la Première Guerre mondiale, combien de morts. On se rappelle la Deuxième Guerre mondiale, combien de morts dans le monde entier. Et aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes, puisqu'il y a une destruction simultanée dans tous les pays de la classe moyenne. Une dégradation en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Et, par exemple, au Liban, avant la guerre, on a une classe moyenne de 72%. Pour le moment, c'est moins que 20%. Donc il y a un déséquilibre. Et du point de vue politique, le pays qui peut continuer son problème, c'est le pays qui a une classe moyenne large. Si vous demandez la question pour n'importe quel Japonais, comment vous pouvez désigner la politique japonaise, il dit que c'est la politique qui travaille pour laisser les 92% de la classe moyenne au Japon. Donc c'est ça la politique. C'est ici que commence la civilisation. Comment préserver la société durable de n'importe quelle guerre, intérieure ou bien extérieure, avec les voisins, avec le plus loin. C'est l'idée de la civilisation. Sauver l'homme, sauver les traditions, sauver la culture, sauver le changement. Le changement doit être démocratique, économique, social. Sauver les femmes, sauver la jeunesse, sauver le travail, les travailleurs, pour défendre le pays, défendre le peuple. Lors de votre intervention, vous allez parler les échanges entre l'extrême ouest de l'Asie et l'extrême est de l'Asie. Donc comment c'est mon sujet. Oui, en fait, pour nos téléspectateurs, ils n'ont pas tous l'occasion de suivre votre intervention. Pouvez-vous nous éclaircir un peu comment se font ces échanges C'est plus ou moins libanisé, mon sujet. Parce que pour donner un peu de clarification sur le rôle des Phéniciens. Et pourquoi, par exemple, un fameux Syrien comme Toynbee a donné pour ce pays très petit, la Phénicie, ce qu'on appelle aujourd'hui le Liban, un pays de 10 000 kilomètres carrés. Elle a écrit tout à fait un volume sur le rôle des Phéniciens. Pourquoi? Ce sont les Phéniciens qui ont transféré les valeurs des civilisations asiatiques en Europe. Votre idée, c'est que le Liban sert plutôt d'un point d'échange entre l'Est de l'Asie et l'Europe. Oui, c'est son rôle, intermédiaire entre l'Asiatique et l'Européen. Pensez-vous qu'il y a des influences qui se font, par exemple, entre ces échanges, par exemple, entre la Chine et le Liban dans l'histoire, entre l'extrême est de l'Asie et l'extrême ouest de l'Asie? Je pense que l'Asie, c'est quand même très particulier parce que c'est très grand. Oui. Et si vous considérez, par exemple, géographiquement, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde ancien,
pourquoi on a fait le continent asiatique, les limites du continent asiatique. Vous commencez avec la ville aujourd'hui, c'était dans l'histoire c'est canton, le canton, cantonais. Et on commence par la ville de Guangzhou, c'est le début de la route de la soie. Et la route de la soie se termine en tir. Et c'est les mêmes limites du continent asiatique. Le point le plus extrême à l'est, qui arrive sur le point le plus extrême à l'ouest du continent asiatique. C'est pas quelque chose d'inoubliable. Pourquoi? Pourquoi les limites du continent asiatique, de l'Asie? C'est commencé par Guangzhou, puisque le Japon, ce sont des îles en dehors du continent. Et on commence par la Guangzhou, on se termine par Tir. Et à travers le Tir, c'était la diffusion des civilisations asiatiques dans le monde européen. Et c'était, avant Jésus-Christ, c'était le rôle des Phéniciens. Et jusqu'à maintenant, c'est toujours le rôle des Libanais. Mais pensez-vous qu'il y a, quand vous dites que les cultures asiatiques se sont transférées en Europe via le Liban, pensez-vous qu'il y a un ensemble, par exemple, des points communs entre les civilisations, différentes civilisations asiatiques? Il y a une seule civilisation, c'est la civilisation humaine. Et on parle, quel est, par exemple, le rôle des Phéniciens dans la civilisation humaine? Quel est le rôle des Chinois dans la civilisation humaine? Quel est le rôle des Français dans la civilisation humaine? Donc, on a une seule civilisation. Mais c'est une nomination de travail culturel. On fait la division. On fait toujours la même division. On dit le sud et l'ouest, le sud et l'est, le nord et le sud, l'est et l'ouest. Ce sont des choses virtuelles. Il n'y a pas de limite pour les civilisations. Et c'est pour cela que cette nomination change d'un temps à l'autre. On commençait par exemple pour le Moyen-Orient, on dit le Proche-Orient au début. Le français, on parlait du Proche-Orient. Et après, on dit Middle East, le Moyen-Orient. Après, on dit l'Extrême-Orient. Mais ce sont des choses virtuelles. On ne sait pas dans quelle limite on commence le Proche-Orient. C'est vrai, parce que l'Europe se situe à l'ouest. Pour certains chercheurs, ce sont la région qui entoure la Turquie, la Syrie, le Liban, etc. Mais il y a pour d'autres chercheurs, maintenant, on emploie le terme de MENA, Middle East, North Africa. Alors, le North Africa devient le Proche-Orient. Ouais, c'est vrai. C'est une nomination qui change d'ordre comme le Proche-Orient, le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient. C'est vrai que parce que cette fois, il y a vraiment des participants venant du monde entier qui viennent à cette conférence parce que la civilisation est très, très vaste en fait. Exact, exact. C'est une bonne idée d'appeler tous les chercheurs, beaucoup de chercheurs du monde qui représentent n'importe quelle idée sur la civilisation. Il ne faut pas mettre la civilisation dans un cadre. La civilisation est très ouverte pour tout le monde, acceptée par tout le monde. Puisque vous êtes aussi le président de l'association de l'amitié entre la Chine et le Liban, on profitait de cette occasion pour parler un peu de la relation entre la Chine et le Liban. Donc, comment ça se passe, les échanges actuels entre les deux pays? On a beaucoup de relations avec la Chine. On a organisé plus que 20 congrès mutuels. On a l'habitude de faire un congrès, une conférence au Liban, le deuxième congrès sur le même thème sera en Chine. C'est toujours comme ça, en fait, mutuel des conférences. Et on a fait 4 ou 5 conférences sur la jeunesse, le rôle de la jeunesse, et 2 conférences sur le rôle des femmes. On a fait des hommes d'affaires, beaucoup de conférences. On a fait sur le tourisme.
On a fait des projets sur l'environnement et on a fait sur l'économie. On a publié un livre. Sur la culture, on a fait publier 2 livres. Donc, on a presque touché tous les problèmes sociaux de relation entre Et ce qui est bizarre, de mettre un grand pays comme la Chine, de 1,4 milliard de personnes, contre un pays de 4 millions. C'était formidable. Et on est soutenu par tous les ambassadeurs chinois qui travaillaient au Liban. Il aimait le pays, il nous a aidés beaucoup. Et on a envoyé beaucoup des étudiants libanais qui viennent en Chine pour des cours de la langue chinoise ou bien. Et on reçut chaque année beaucoup des étudiants chinois qui viennent pour 1 année ou bien 6 mois pour améliorer sa culture de connaissance, de trouver des ressources au Liban. Moi, j'ai reçu 11 étudiants, 3 master degree et 8 PhD, doctorats. Et cette année, je recevrai 3 de l'Université de Shanghai. Donc on a de bonnes relations. Et récemment, la Chine a offert un cadeau pour les Libanais de créer ou de bâtir un centre culturel pour la musique. Vous travaillez beaucoup sur les échanges culturels aussi. Il y a une question qui est très récurrente quand on parle de dialogue entre les civilisations ou dialogue entre les cultures, c'est de comment on va surmonter ce qu'on appelle les chocs culturels. Est-ce que Non, vous il n'y a avez pas de votre choc point de culturel. Non, pas du tout. Ben, je suis plus ou moins internationalisé puisque j'ai fait mes études à l'université libanaise au début. Et j'ai continué à l'université de la Sorbonne. Et après, j'ai passé 6 mois en Grande-Bretagne. Et après, j'ai passé 1 année à l'université de Moscou. Et après, j'ai passé 1 année à Georgetown, à Washington. Après, j'ai passé 3 ans et demi au Japon. Vous n'avez jamais eu des chocs Et culturels? après, j'ai fait des relations avec la Chine. Donc, je n'ai jamais trouvé des obstacles pour échanger les idées, pour parler sur la civilisation, la culture, la morale, les valeurs humaines. Donc, je suis contre n'importe quelle proposition sur la confrontation des civilisations. C'est banal. C'est banal. C'est La une volonté des civilisation, c'est hommes. banal. Oui. Il n'y a pas un coin faible dans la civilisation pour dire qu'il y a une confrontation. Non. C'est la civilisation doit être toute humaine. Toute chose humaine est civilisatrice. C'est-à-dire que même si on est différent... C'est contre la guerre. Oui. L'histoire est divisée en 2 parties. Il y a l'histoire civilisatrice. Il y a une histoire civilisatrice. Tout à fait, une histoire pour la civilisation. On ne parle pas de guerre. Mais si vous parlez en l'histoire en général, il y a beaucoup de batailles, beaucoup de morts, de destructions. Et c'est pour cela, Voltaire disait, dans toutes mes lectures, j'ai trouvé que les historiens parlent sur les grands, c'est-à-dire sur les rois. J'ai le désir d'avoir l'histoire des hommes. Et c'est la première phrase que j'ai mis en tête de mon premier livre. Et c'est pour cela qu'on m'appelle un historien social. Ce n'est pas un historien de guerre. Je n'ai jamais parlé de la guerre. Alors je vous remercie, Monsieur Darer. Merci à vous. Merci.